normalement, si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as vu les autres sur la génétique. Donc là, on va tout résumer, mais correctement et mieux expliquer. Déjà, si je payais, ça commence mal. Donc on reprend tout depuis le début, ça fait des rappels et on comprend mieux d'un coup. C'est dingue. Bon, une enzyme, c'est un outil moléculaire qui va permettre de couper, copier, coller et modifier les acides nucléiques, donc l'ADN. Enzyme, tu as ton petit brin d'ADN, hop, ah bah tiens, je vais recoller. Oh, on va le modifier, tu sais, voilà. Il y a différents types d'enzymes. Les exonucléases, qui vont couper les nucléotides à partir d'une extrémité. Donc, à retenir, exonucléase, c'est une enzyme qui fait de 5' qui coupe soit 5', soit 3'. Là, on a les deux. Soit 5', soit 3'. En fait, c'est important, la prof, elle veut qu'on sache le 5', 3'. Donc, exonucléase enzyme coupe une extrémité, soit la 5', soit la 3'. Elle se fait pas trop chier. L'exonucléase va permettre d'enlever les bases une à une. Elle est utilisée pour vérifier la structure d'un ADN. Aussi simple que ça. On a l'endonucléase. Il y a madame qui arrive, super, je vais devoir couper et faire des pauses. L'endonucléase, c'est quoi? C'est une enzyme. Elle va couper à l'intérieur de la molécule d'ADN. Comme exemple, on étudie l'enzyme DNase 1 qui va couper l'ADN double brin de façon non spécifique. Alors, je fais une petite fiche de révision, de définition. Couper de façon non spécifique, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ton enzyme va couper un peu n'importe où sur la séquence. Alors que si on coupe l'ADN de façon spécifique, donc ça veut dire que ton enzyme elle va couper dès qu'elle va rencontrer une séquence de nucléotides spécifique à elle. On en reparlera un peu plus tard, ce sera expliqué aussi. Donc, exonucléase coupe une extrémité 5' ou 3'. Endonucléase coupe à l'intérieur, mais c'est pas très spécifique, donc c'est un peu n'importe où. Comme autre exemple d'endonucléase, après DNase 1, on a la nucléase S1, qui elle va agir sur l'ADN simple brin et l'ARN. Et on a aussi comme troisième exemple le ribonucléase A et H, qui eux font dégrader spécifiquement l'ARN. Exonucléase 5', 3' ou endonucléase, intérieur, peu importe, c'est pas très spécifique, on s'en branle. Ensuite, on a l'enzyme polymérase. Les enzymes polymérases servent à synthétiser un nouveau brin à partir d'un modèle appelé une matrice. C'est quoi un modèle, une matrice? C'est tu donnes un ADN initial, t'as ta polymérase qui arrive et qui va faire des nouveaux brins à partir de l'ADN de base. Comme exemple, on a la Taq polymérase, pas trop compliqué. Elle va être souvent utilisée en PCR, la Taq polymérase. Elle agit de 5' vers 3'. Il n'y a pas de OU. 5' vers 3'. Voilà comment elle fonctionne. Elle commence ici, elle finit là. On a aussi l'ADN polymérase 1 qui, elle, possède des activités exonucléiques et elle fonctionne soit 5', 3'. Elle fonctionne des deux côtés. Ou 3', 5'. Au choix. Elle fait les deux. On a la... Et c'est bien, j'arrive pas à me relire. Transcriptase, my bad. Inverse, qui elle va fabriquer un ADN complémentaire à partir d'un ARN. En mode, à partir de l'ARN, elle fait un ADN. Alors que souvent, dans notre corps, c'est d'ADN ARN. Mais elle est forte, tu vois. Elle a un talent en plus. Donc, enzyme, exonucléase, 5' ou 3' coupé. Endonucléase, et coupe, un peu, elle s'en branle. Polymérase, de 5' vers 3'.
ADN polymérase 1, 3', 5' ou 5', 3'. Transcriptase, effet de l'ADN à partir d'ARN. Ensuite, ligase, kinase ou phosphatase, ces trois enzymes qui font partie de la même catégorie. L'ADN ligase va coller deux fragments d'ADN de 5, donc elle va coller un 5', un 3' OH. ADN ligase, 5', 3', elle est là. Je reviens, il y a ma mère. Donc, comme je l'avais dit précédemment, on a plusieurs enzymes, ligase, kinase, phosphatase. J'ai parlé de l'ADN kinase. Maintenant, on va parler de la kinase T4. Elle va permettre d'ajouter un phosphate à une extrémité 5'. Je ne sais pas si tu te souviens, mais genre, t'imagines l'ADN double brun, et sur le côté, tu as des phosphates, des P. Voilà. Et on a la phosphatase alcaline qui, elle, c'est une enzyme qui va enlever le phosphate au 5'. Elle fait l'inverse de la kinase. Donc, on ne met jamais les deux ensemble. C'est inutile, évidemment. Et ensuite, on va passer à un autre type d'enzyme. Parce que là, en enzyme, on a vu hexonucléase, coupe 3' ou 5'. Endonucléase, coupe à l'intérieur un peu où elle veut. Polymérase, elle synthétise de 5' vers 3'. ADN polymérase 1, 3', 5' ou 5', 3'. Voilà son activité. Transcriptase inverse, fabrique de l'ADN à partir d'ARN. Ligase, colle deux fragments de 5' vers 3' OH. Kinase va ajouter un phosphate à l'extrémité 5'. Phosphatase alcaline enlève le phosphate à l'extrémité 5'. Ensuite, du coup, on a les enzymes de restriction. Donc ça, c'est généralement chez les bactéries. Enfin, on l'a découvert chez les bactéries. Elle va permettre de couper l'ADN à des sites spécifiques. Ces sites spécifiques, on appelle ça des sites de restriction. L'enzyme de restriction coupe là où elle est programmée pour couper. Elle ne coupera pas autre part, elle coupe là. Elle voit la séquence qu'il lui faut, pim, elle coupe, ok? Restriction, hein. Tout est dans le mot. Comme exemple, on a travaillé sur Eco-Eri. J'espère que tu te souviens. Lui va couper quand il va voir G. Donc là, il coupe parce qu'après, il y aura A, A, T, T, C. Si c'est pas A, T, T, C derrière, il coupe pas. Mais là, il a vu ça. Enzyme de restriction, il coupe. Voilà. Donc ça, c'est Eco-Eri. Petite enzyme de restriction qui est pas mal en vrai. Donc ça fait quoi de couper à cet endroit-là? Ça va permettre de produire des extrémités cohésives. Qu'est-ce que c'est des extrémités cohésives? Donc, pour rappel, elle a coupé. Ça fait quoi? Ça fait deux fragments. Ces deux fragments, ils ont des extrémités complémentaires, évidemment, parce qu'il a coupé. Ça fait que si tu les rejoins, ça se recolle, entre guillemets. Donc ça, c'est... Ça papote en arrière-fond, c'est horrible. Donc ça, c'est coupé comme il est programmé, parce que c'est une enzyme de restriction. Mais il y a aussi un autre type de coupure qui est la coupure franche. Elle va couper net au centre du site. C'est pas pareil que l'enzyme de restriction, très clairement. Ensuite, je pense que tu vas t'en souvenir vu comment j'avais bégayé hier. Les isoschizomères. C'est deux enzymes qui reconnaissent le même site, mais qui ne vont pas couper au même endroit. Deux enzymes, elles vont pas couper ici, elles vont couper là, ok? Et c'est ce qui est de l'inverse, c'est les enzymes compatibles. Elles ne vont pas reconnaître le même site, mais vont couper au même endroit. La carte de restriction, c'est quoi? C'est l'ensemble des fragments définis par l'enzyme de restriction. L'enzyme de restriction, si tu te souviens, elle voit ça, c'est son truc. Donc, à chaque fois qu'elle coupe, ça fait des fragments. Et forcément, au bout d'un moment, l'ADN est fini. Et là, tu obtiens la carte avec tous les
la carte de restriction. Voilà. Ensuite, on passe au vecteur. Donc, si tu n'as pas compris les enzymes, refais la vidéo. Les vecteurs de clonage. Alors, on a des vecteurs... Oh my god. On a des vecteurs de transport. On recommence. Un vecteur, c'est quoi? Un vecteur va transporter un fragment d'ADN dans une cellule hôte. Ta cellule hôte, c'est Escherichia coli, ok? Le vecteur, il est là comme ça, il fait un fragment. Grâce au vecteur, ton fragment il va rentrer. Sans vecteur, ton fragment il rentre pas. Ok? Un vecteur a forcément une origine de réplication. Alors, ça retient origine de réplication, ORI, ORI. L'origine de réplication, tout est dans le mot, elle permet la multiplication. Évidemment, un vecteur a aussi plusieurs sites de restriction. Restriction, j'espère que tu t'en souviens. Donc, ça correspond à plusieurs sites de clonage. Un vecteur doit aussi avoir un gène de sélection. Sinon, comment tu veux que ça marche? Son gène de sélection, il va l'ajouter entre guillemets au fragment pour qu'il soit efficace après. Et donc, gène de sélection, comme j'en avais parlé précédemment, antibiotiques, ampicilline, par exemple, si c'est chez E. coli, on va prendre de l'ampicilline. Et bon, ça c'est le gène qui l'a. Il est fort quand même ce gène. Et un vecteur, my bad, a aussi un marqueur qui va nous permettre d'identifier les clones recombinants. Je vais en parler un peu après, mais tu auras des souvenirs. Alors, on a plusieurs types de vecteurs. On a les vecteurs de clonage. Les vecteurs de clonage, ils vont multiplier l'ADN qui est inséré. Tu as la cellule hôte, tu as le vecteur. Le vecteur, il a réussi à rentrer dans la cellule hôte. Et on se souvient qu'il a une origine de réplication, ORI. Ça fait quoi? C'est qu'il va multiplier les ADN. Il prend un fragment d'ADN, il le rentre dans la cellule, et en plus, il les multiplie. Et c'est les mêmes. Peut-être qu'il faut retenir, comme plasmide, PBR322, PBR322 ou PBR322. Ensuite, on a le type de vecteur d'expression. Il va permettre la transcription ou la traduction du gène qui est cloné. Si tu as ton gène et qu'il est transcrit, traduit, bah... Mais ça, c'est des cours d'il y a longtemps. Faut savoir ça quand même. Bref, c'est avec transcription et tout, où tu passes le T de ATGC et tu mets la transcription et après la traduction. Voilà, c'est ça. Comme exemple de vecteur d'expression, on a PUC18 et pas PUTE. PUC18. Ensuite, moi j'ai mis dans le même endroit comme type de vecteur le chromosome artificiel, le vecteur dérivé de phage et le vecteur cosmique. Parce qu'en gros, ces trois-là, ils servent pour des grands fragments d'ADN à mettre dans une cellule, globalement. Et enfin, on va finir par les types de vecteurs eucaryotes, plasmide 0. C'est pour les cellules animales ou végétales. Rien que ça va. Je vais te donner un exemple concret pour comprendre. On va prendre le plasmide PUC18. Le vecteur adapté à celui-ci, à ton plasmide, ça va être le vecteur d'expression. Donc, comme notre vecteur d'expression il contient le site de réplication, il va pouvoir multiplier ton plasmide dans la cellule hôte. Il contient aussi le gène de résistance, donc il va l'ajouter à ton plasmide. Donc ton plasmide va être résistant, donc ici c'est à l'ampicilline. Et en plus, étant donné qu'on a pris PUC18 et qu'on l'a mis résistant au gène d'ampicilline,
et qu'on l'a mis dans une bactérie E. coli, qu'est-ce qui correspond à tout ça? C'est le gène LAGZ. Donc, ton plasmide se situe dans le gène LAGZ de la cellule bactérienne. Ok? Mais, pour que le clone soit positif, comment tu fais? Bah, c'est facile à comprendre. Déjà, donc notre séquence d'ADN qui a été insérée, pour que ton clone soit positif, il faut que le laxène, donc le gène, arrête de fonctionner. Et pour qu'il arrête de fonctionner, enfin, qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi il fonctionne, etc. En fait, l'AXZ, il a une putain d'enzyme. L'enzyme, elle s'est dit, et si je faisais un colorant bleu, entre guillemets, un pigment bleu? Et du coup, si ton vecteur, il arrive à bien rentrer dans sa cellule hôte, qu'il arrive à faire son petit bordel, et ben, le fait qu'il rentre, ça va arrêter l'activité de l'enzyme. Et là, il n'y a plus de pigment bleu. Et du coup, quand tu coules une gélose, que tu fais un petit isolement, tu vois quoi? Des colonies blanches et pas bleues. T'as réussi ton clone. Bravo. Tes nouvelles colonies, elles sont résistantes à l'ampicilline. Et bah, c'est déjà pas mal. Bref, t'as réussi quoi. Et t'as un nouveau plasmide que tu as créé toi-même. C'est pas mal sur les vecteurs, on va parler d'autre chose. Entre guillemets. Les lunettes tombent toutes seules. La formation d'ADN recombinant. Première étape. Coupe vecteur et fragment d'ADN avec une enzyme de restriction. Enzyme de restriction. Oh putain, il y a GTAC machin. Ok. Le fragment il est coupé. On va coupler les extrémités cohésives. L'extrémité cohésive, c'est que quand tu as coupé, tu vois bien que voilà, c'est un couplage. Mais sauf que, évidemment, comme le vecteur il permet de multiplier tout ça, bah tu peux en coupler plein. Bref, tu vas faire une ligation grâce à l'ADN ligase. C'est quoi une ligation? C'est le raccrochement des deux fragments, exactement comme j'ai dit précédemment. Ensuite, on va passer à l'étape de la transformation. C'est-à-dire que là, on va mettre nos beaux fragments bien grands dans notre cellule hôte, chez E. coli par exemple. Et après, comme je l'ai expliqué tout à l'heure avec le plasmide et tout, là, comment ça fonctionne bien, on va sélectionner nos clones recombinants. Donc nous, précédemment, c'était les colonies qui sont blanches. Ainsi, on obtient quoi? Une molécule d'ADN qui contient l'insert. L'insert qu'on a voulu mettre dès le début dans notre bactérie. Félicitations. Dernière page. Est-ce que ça va aller? Les sondes nucléiques. Alors, je vais essayer de te faire rappeler, j'ai trouvé comment. Une sonde, c'est quoi? C'est une séquence d'ADN ou d'ARN marqueur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais la prof faisait un truc pour qu'il y ait un marqueur. Elle marquait à partir de quoi? D'un composé fluorescent, par exemple. Fluorescent, mais sinon tu as la biotine et tu as aussi la radioactivité. C'est d'ailleurs pour cela que quand on allait dans la salle où tout est cancérigène, là, fallait pas toucher les murs et je sais pas quoi. Tout est dans le monde en fait. Donc, cette sonde va être capable de détecter les séquences complémentaires par hybridation. Hybridation, c'est l'association entre une molécule d'ADN ou d'ARN monocaténaire complémentaire formant une molécule bicaténaire. Donc, comment te l'expliquer? Tu as tes petites séquences complémentaires et là, deux molécules d'ADN et puis, tu sais, elles sont complémentaires. Elles s'allient. Et là, ça fait une molécule bicaténaire. Et du coup, la sonde, elle fait je l'ai vu là, on va foutre un marqueur ici. Ça a fonctionné. Voilà. Pour le marqueur
marquage. Parce qu'en gros, tu mets pas du stabilo dans ton truc. Tu peux le faire avec une enzyme kinase, par exemple. C'est ce qui fonctionne généralement le mieux. On va parler d'une technique sous terme blot. Le but de cette technique, c'est de détecter une séquence spécifique dans mon ADN. Tu cherches une séquence, tu l'auras avec sous terme blot. Donc ça se fait après la migration et le transfert sur membrane. Le transfert sur membrane, c'est quand la prof plonge notre gel dans sa coloration cancérigène et qu'on voit un peu tout. Ça se fait ici. Du coup, on utilise la sonde marquée, c'est exactement ce que je viens de dire. Ça permet la recherche d'un gène dans un génome. Un génome, c'est quoi? Il contient toute l'information génétique. Tu cherches un gène parmi tout, tu l'auras avec sous terme blot. Ok. Maintenant, est presque fini, le séquençage de l'ADN. Il va permettre de déterminer l'ordre des bases de 5' vers 3'. L'ordre des bases, si ça fait A, T, G, C, ça fait A, T, G, A. Voilà quoi. Donc il va permettre de déterminer l'ordre des bases de 5' vers 3' d'un fragment d'ADN. Ça c'est le séquençage de l'ADN. Et toi, tu veux le trouver en fait. Du coup, tu fais comment? 2 méthodes. La méthode de Sanger, c'est une méthode enzymatique. Alors, on va mettre du DDNTP qui va bloquer la synthèse. Donc, c'est comme ça qu'on va obtenir des fragments de taille différente. Et comme tu as des fragments de taille différente, tu vas pouvoir les... Je suis en train de m'interrompre, j'arrive pas à me concentrer. Tu obtiens des fragments de taille différente. Tu vas pouvoir... Sorry, mes tarons qui débarquent dans la chambre, bref. Donc j'ai parlé de la méthode de Sanger qui est une méthode enzymatique. Il y a aussi une méthode chimique. Et en fait, en faisant des recherches, j'ai appris qu'on l'utilisait plus parce qu'en fait, elle était difficile à faire. Pourtant, elle est plus fiable. Qui est la méthode de Maxam et Gilbert. GG. Maxam et Gilbert, il n'y a pas de J. Elle va faire des coupures chimiques sélectives des bases. En gros, avoir une base. Ok, une coupure. Une base, coupure, base, coupure. Elle est pratique, hein. Dommage que ce soit dur. Bref, on arrive à la conclusion. Si on devait résumer tout ça en 15 mots. Une enzyme coupe et colle de l'ADN. Un vecteur transporte un gène dans une cellule hôte. Une sonde permet de détecter un fragment d'ADN. Une enzyme de restriction plus une ligase, ça fait un ADN recombinant. Et le cadre de restriction, c'est la carte d'identité de l'ADN. Si tu as encore des doutes en entendant mon résumé, remets la vidéo. Force à toi, 23 minutes, livreur.